Bonjour à tous. On a la chance aujourd'hui d'accueillir Annie Dumont, qui est donc en effet ingénieure de recherche au ministère de la Culture et de la Communication, au sein du laboratoire Artéis, Archéologie, Terre, Histoire et Société, qui est une UMR entre le CNRS, l'Université de Bourgogne et le ministère donc de la Culture. Son activité de recherche traite de trois thématiques, d'après ce que j'ai vu, de l'évolution au cours du temps des vestiges au sein des cours d'eau, d'où le gros intérêt pour nous au niveau de l'EURH2O, des modes d'exploitation des cours d'eau au cours du temps et de l'impact des installations humaines sur la dynamique fluviale, et enfin un travail d'analyse de cartes et archives anciennes dédiées aux cours d'eau. Donc vraiment, je pense que les travaux de l'équipe d'Annie Dumont peuvent intéresser pas mal de monde dans le URH2O. Madame Dumont m'avait dit qu'elle était intéressée pour aussi découvrir notre communauté. Donc ça, c'est une première mise de contact. Et en fait, Madame Dumont va intervenir donc dans une thèse du LMFA et du CETIL sur le mélange aux confluences de rivières, pour dire d'où vient l'historique. C'est que quand on a mesuré les confluences, par exemple Rhône-Saône pour ce qui concerne Lyon, mais pas seulement, on s'est rendu compte qu'il y avait pas mal d'ouvrages immergés qui modifiaient fortement l'hydrodynamique et le mélange des eaux aux confluences. Et on s'est demandé si tous ces ouvrages, quels étaient leurs âges, s'ils étaient conservés et si on connaissait ou pas leur forme, leur morphologie et l'évolution passée et future pour prédire l'évolution du mélange. Donc, tout ça nous a fait rentrer en contact et on va travailler ensemble prochainement. Mais donc, si d'autres personnes sont intéressées, on exprime le besoin d'archéologie de cours d'eau dans leur projet de recherche, j'imagine qu'on aura le temps, à la fin de la présentation, de prendre des contacts et de discuter. En attendant, donc, je vais passer la parole à Madame Dumont pour ce webinaire. Bonjour à toutes et à tous. Est-ce que tout le monde, enfin, est-ce que c'est bon, Emmanuel, Oui, là? c'est parfait, c'est Ouais, parfait. ok, bon, très bien. Euh, je vais vous présenter un patrimoine qui est immergé dans les lits actifs actuels des cours d'eau depuis parfois plusieurs centaines d'années. C'est un patrimoine qui est très varié. Alors, j'aurai pas le temps en 45 minutes de tout vous montrer, hein, évidemment. Donc, je vais centrer la présentation sur des exemples de vestiges fouillés très récemment, notamment dans le Doubs, la Loire et un petit peu dans la Saône aussi. Voilà. Donc, il faut savoir que c'est un patrimoine qui, excusez-moi, qui est en fait qui est assez mal connue. Hein. La carte archéologique nationale, qui est le répertoire des sites, montre assez peu de sites finalement dans les lits des cours d'eau, tout simplement parce qu'on s'est mis assez tardivement à investiguer ces endroits où l'eau est quand même pas très claire la plupart du temps. Il y a une logistique qui est encore plus lourde qu'en archéologie terrestre, donc beaucoup plus coûteuse. Donc c'est une question aussi de moyens investis dans ces recherches. Et également le fait qu'il y a des contraintes liées parfois à d'autres activités, notamment la navigation commerciale ou touristique, qui peut représenter un danger, et aussi la nécessité de faire intervenir des personnes avec des formations de plongeurs professionnels. Voilà, alors juste, je vais pas faire tout l'historique, mais ce patrimoine, il est quand même remonté à la surface, hein, littéralement, avec les grands aménagements qu'on a commencé à faire au 19e siècle pour aménager les voies d'eau, construire des barrages, et par les dragages surtout. Donc là, vous avez des photos de dragage anciens des années 60 avec des dragues à godets qui n'existent plus, où on pouvait encore voir un peu des objets qui remontaient et des dragueurs qui ramènent en bas de l'image, vous voyez des objets de la fin de l'âge du bronze au conservatoire du musée à Chalon-sur-Saône. Et puis aussi, il y a eu malheureusement des collectes désordonnées au début, quand le matériel de plongée s'est un peu généralisé. Avec ici, vous avez une photo d'un journal avec une collecte d'amphores dans le lit de l'Hérault à Agde. Où là, on perd, en fait, que ce soit par les dragages ou des collectes sans données scientifiques, on perd en fait le lien avec l'origine de ces objets. Toujours est-il que ça a quand même sensibilisé les archéologues, la communauté scientifique à ce patrimoine. Mais il faut savoir que tout ce qui a été remonté aux époques plus anciennes, hein, ce sont des collectes sélectives, avec notamment des très beaux objets qui ont été conservés, puisqu'ils avaient une valeur marchande aussi. On a perdu beaucoup de ce patrimoine par le biais de commerce illégal, puisque ce qui se trouve dans les cours d'eau de Magnou appartient à 100% à l'État, normalement. Mais malheureusement, on a perdu ces objets. Vous voyez ici des arbres de l'âge du bronze, photo historique,
qui sont sortis de l'eau en bronze et qui sont en très bon état. Mais ça ne reflète pas la diversité de ce patrimoine. Alors moi, je vais vous parler de recherches beaucoup plus récentes, hein, des 2 dernières, décennies. Voilà une image un peu à l'ancienne, une aquarelle qui montre comment on travaille, sous l'eau, hein. C'est l'adaptation des méthodes de l'archéologie terrestre, hein, avec une espèce d'aspirateur à sédiments pour dégager les vestiges, du carroyage, pour repérer les vestiges et puis maintenant on a les techniques de photogrammétrie, et cetera, qui font qu'on passe moins de temps sous l'eau pour collecter les données, dont on a besoin, pour comprendre, comment ces vestiges sont arrivés là et les dater également. Alors, je travaille pas toute seule, hein, j'avais mis une série de noms au début, vous avez sans doute pas eu le temps de tous les lire, mais en fait, ce sont des recherches, là, pluridisciplinaires vraiment avec, bon, je vous l'ai dit, des recherches, des prospections sur le terrain, dans les cours d'eau, hein, avec parfois des vestiges immergés sous plusieurs mètres d'eau, d'autres, parfois qui sortent littéralement de l'eau en été, c'est le cas notamment de la Loire, vous allez voir beaucoup d'exemples sur la Loire, notamment. Et puis parfois, on fait intervenir l'archéologie du bâti, notamment sur les vestiges des ponts, pour comprendre l'évolution des constructions, des géomorphologues aussi, pour comprendre l'évolution des tracés des cours d'eau, hein, les variations latérales et des hydrosystèmes, et puis les études de matériaux très spécialisées qui se font en laboratoire une fois qu'on a fini le terrain. Des enquêtes documentaires aussi sur les archives, les cartes et plans et les textes qui parlent, de tout cet, aménagement des voies d'eau, notamment pour les périodes médiévales et modernes. Alors pour vous montrer, hein, là c'est un secteur de la Loire moyenne, entre Nevers et Sully-sur-Loire, ou Gien à peu près, et il y a 20 ans, on a commencé des prospections dans ce secteur, avec un mois par an, un mois d'août quand l'eau est la plus basse. Avant, ces prospections, il y avait très peu de sites, répertoriés, quasiment pas, la carte était vide et là on en est à plus de 60 vestiges, répertoriés, avec notamment, beaucoup de vestiges dans la réserve naturelle du Val-de-Loire. Alors la particularité des vestiges qui sont conservés en eau douce, c'est qu'ils sont souvent très bien conservés. Je vous ai montré des bronzes. Les objets en alliage ferreux, bon, sont rouillés, mais vous voyez qu'une fois qu'ils sont passés en laboratoire spécialisé de traitement, ils peuvent ressortir avec un très bel aspect. Donc, et puis surtout, l'eau douce conserve très bien les matières organiques. Vous avez une chaussure en cuir, par exemple, une sortie d'une épave de la fin du XVe siècle, et puis une tresse de crayonnage, qui date du XVIIe siècle, qui vient d'un moulin-bateau, d'une digue de moulin-bateau. Mais le passage par les laboratoires est indispensable. Si on sort ces objets de l'eau et qu'on les laisse, dans un coin, ils vont, se dégrader très, très rapidement et on ne pourra plus rien en faire, ni les montrer au public. Et surtout, la matière la plus importante pour nous, c'est le bois. Parce que beaucoup de ces constructions de l'eau, comprennent du bois, surtout beaucoup de chêne. Le chêne est imputrescible dans l'eau douce, il se conserve, des milliers d'années et parfois on a la chance d'en retrouver en très bon état, ce qui permet d'avoir recours à des méthodes de datation et de dater les vestiges, parfois très précisément à l'année, voire à la saison près, lorsqu'on a, par exemple, comme ici, une tranche d'un pieu en bois qui était un pont, d'époque, romaine, et qu'on a trouvé dans la Loire, à Avrilly, donc dans le département de l'Allier. Et ces arbres, ont été abattus, en pleine, guerre des Gaules. Et vous avez la tranche de bois photographiée par Catherine Lavier, qui est la dendrochronologue, qui travaille en laboratoire sur les échantillons qu'on arrive à prélever. Et vous avez par courbe de référence, hein, c'est une méthode qui existe depuis longtemps, donc on a des courbes de référence et quand on a un échantillon comme ça, on mesure très précisément les cernes, ça dessine une courbe, et qui est comparé aux courbes de référence. Donc ici, vous avez la comparaison et vous voyez que l'arbre a commencé à pousser en 172 avant Jésus-Christ et qu'il a été abattu en 54 avant, en pleine guerre des Gaules. Donc c'est un chêne qui avait 118 ans. Alors je vais vous présenter les vestiges, selon 3 grandes catégories, hein, qui sont assez, classiques par rapport aux cours d'eau, c'est-à-dire, comment on a exploité les ressources, hein. C'est un milieu très riche, la rivière. L'homme a vécu, au bord des cours d'eau, très très rapidement, hein, très très tôt. Donc on a beaucoup de vestiges qui sont liés, bon, à la voie navigable évidemment, hein, des épaves de bateaux, des cargaisons perdues parfois, des zones portuaires. Il y a l'exploitation aussi de la ressource halieutique, hein, la pêche, qui est une activité importante, notamment au Moyen Âge, et puis évidemment l'exploitation de la force motrice de l'eau. La deuxième catégorie, c'est le cours d'eau vu comme un peu un danger.
avec des constructions de protection, d'aménagement de berges pour se protéger des événements un peu violents, des crues. Et puis, la rivière, c'est aussi un obstacle et qu'il faut franchir quand on veut mettre en place un réseau de communication sur un territoire. C'est toujours vrai aujourd'hui d'ailleurs et c'était vrai, dès l'époque romaine, on a des ponts, donc je vais vous en montrer un certain nombre, d'exemples. Et puis quelque chose qui est vraiment, qu'on ne pensait pas trouver et ça c'est une découverte des années 80, c'est habiter la rivière. En fait, on connaît des vestiges, de villages au bord de l'eau ou au-dessus de l'eau, au bord des lacs, pour des périodes anciennes, hein, qui sont le néolithique ou l'âge du bronze. Et bien dans la Saône, en plein centre de Chalon-sur-Saône, donc vous avez une vue ici, l'ancien conservateur du musée, Denon à Chalon-sur-Saône, Louis Bonamour, a fouillé un village, qui était construit sur un pilotis sur une île au milieu de la Saône, avec, découverte de vestiges, de la vie quotidienne, donc en 950 avant notre ère. Et vous avez, de la vaisselle, hein, en céramique, un moule de faucille en pierre, une vannerie, hein, dans les matières organiques qui se conservent, vous avez aussi les lausiers et puis en dessous, vous avez des graines, carbonisées parce que ce village a pris feu et ensuite a été recouvert, par les sédiments de la rivière et a été en partie préservé. Donc vous voyez aussi tout l'intérêt qu'il y a pour, la paléobotanique, hein, l'étude des plantes, anciennes et leur évolution au fil des siècles. Alors je vous ai dit que le village avait brûlé, donc il y a beaucoup de bois brûlé et ici, il y avait des restes d'une roue, carbonisée et vous avez à droite sa restitution par un charron. Les roues, de l'âge du bronze, sont extrêmement rares en Europe. Voilà une maquette qui montre un peu, comment pouvait être ce village, cette maquette est présentée au musée, Denon à Chalon-sur-Saône. Voilà avec, comment on pouvait habiter, donc littéralement, sur l'eau. Alors là, je vais passer maintenant à l'autre volet, donc la navigation, hein, qui est ce qui nous vient à l'esprit en premier, c'est que les hommes ont navigué sur les cours d'eau. Alors je vous montre pas, il y a beaucoup de pirogues qui ont été découvertes dans tous les cours d'eau, parfois très anciennes, hein, et il y en a une, qui date de l'époque mésolithique, dans la Seine, par exemple, donc c'est la fin du paléolithique. Il y en a du néolithique, hein, des premiers cultivateurs, donc ce sont des arbres évidés. Et là, je vais vous montrer des épaves, assemblées, donc un peu plus récentes, et notamment qu'on a trouvées récemment, dans le lit de la Loire. En voilà une qui est, d'époque, médiévale à Tronsange, donc c'est la partie de la rive près de la rive droite côté Nièvre de la Loire. Alors, ces épaves, elles sont jamais complètes, c'est des morceaux d'épaves. Là, il ne reste que le fond du bateau avec, les renforts, transversaux. Les flancs ont disparu. Tout ça pour vous dire que ces vestiges, en fait, ils ont été fragilisés déjà par les travaux et là, ils sont, en tout cas pour la Loire, ils sont en train d'être encore plus, atteints par l'érosion en raison de l'abaissement du niveau de la nappe déjà et puis des grandes périodes d'étiage qui sont de plus en plus longues avec le réchauffement climatique. Je vous dis que le bois se conservait très longtemps dans l'eau, cependant, lorsqu'il sort de l'eau et qu'il n'est pas traité en laboratoire, il se détruit extrêmement rapidement. Donc voilà une orthophoto, qui est faite d'un assemblage de plusieurs centaines de photos, parce que l'eau est assez trouble, donc c'est difficile d'arriver à ce résultat, mais ça permet ensuite, d'avoir un modèle de ces coques de bateaux, qui de toute façon vont rester, là et qu'on ne peut pas, sauver. Parce qu'il faudrait, des traitements très coûteux en laboratoire, des musées pour les accueillir, ce dont on ne dispose pas. Vous avez en bas sur la photo à droite quelque chose qui s'appelle du calfatage. Qu'est-ce que c'est? C'est simplement la méthode, qui était utilisée pour rendre étanche l'assemblage des planches du bateau. C'est de la mousse végétale qui était collectée dans la forêt, qui était séchée, qui en plus en fait était mise en tresse très serrée et insérée de force entre les planches avec un marteau qu'on appelait un marteau à calfat. Et quand on mettait le bateau à l'eau, la mousse gonflait et garantissait l'étanchéité. Donc là aussi, on fait déterminer, les espèces qui ont été collectées. C'est toujours des espèces choisies, c'est pas une collecte, désordonnée. On voit que les constructeurs de bateaux, savaient exactement de quoi ils avaient, besoin. Et puis on travaille avec un architecte, naval, Jérôme Delaunay, qui fait à partir des modèles qu'on obtient sur le terrain. Alors même si les bateaux sont incomplets, hein, ça reste une part de restitution qui peut calculer en fait les capacités de charge de ces bateaux,
Bon là, c'est un petit bateau, qui est sans doute un bateau de travail, pour sans doute la pêche. Voilà. Il fait un peu moins de 10 mètres de long. Alors, vous voyez qu'il y a des épaves qui sont encore moins bien conservées, comme celle-ci, par exemple, qui, est aussi du XIIIe siècle, mais dont il reste plus que quelques éléments. Tout le reste a été, disloqué et emporté par le courant. Donc on a pu faire une datation sur un bois, le plan de ce qui subsiste, hein, c'est un mikado de bois, il reste une planche du fond et quelques éléments transversaux. Donc là, on ne pourra pas faire évidemment de restitution, c'est trop tard. Là, vous avez un exemple d'une épave un peu mieux préservée, dans le sens où elle conserve, des éléments de cargaison, ce qui est assez rare. C'est souvent, on trouve des coques de bateaux vides, la cargaison n'est plus là. Mais là, c'était une cargaison, lourde de pierres et d'ardoises, destinée à un chantier de construction. Ça date de la fin du ce bateau a coulé, enfin naviguait et a coulé à la fin du XVe siècle et vous pouvez voir, donc on a enlevé les blocs, pour étudier ce qui restait de la coque et la dater, prélever des bois. Il y avait un plancher qui protégeait le fond de la coque pour pas que les blocs, risquent de la percer. Et puis, je vous ai parlé des matières organiques, j'avais montré une chaussure au début, voilà, ces fameuses chaussures, elles étaient dans cette épave, sous les blocs de pierre et elles sont aussi de fin 15e, début 16e siècle, hein. Il y a une comparaison, qui a été faite par, Céline Bonneau, d'Icône qui a fait le travail de restauration et d'étude de ces chaussures. Ce sont sans doute des chaussures qui ont appartenu à l'équipage du bateau, il y en a un peu l'équivalent de 7 paires, dont 2 paires qui correspondent à des paires de chaussures d'enfants. Donc ça nous apprend en fait, quelques informations sur les équipages qui naviguaient, puisqu'on a très peu de choses dans les textes. On ne sait pas qui étaient ces mariniers de la fin du XVe siècle. Et l'état des chaussures montre que c'est des gens qui étaient quand même, assez pauvres, puisqu'elles sont, très, très usées et rapiécées, réparées de multiples fois. Voilà la restitution faite, là on est dans un grand chaland, hein, rien à voir avec le bateau médiéval que je vous ai montré auparavant. Avec, une capacité de charge quand même assez importante et une longueur, qui est pas loin de 20 mètres. Alors le gouvernail, c'est une restitution hypothétique, hein, parce qu'on l'a malheureusement pas retrouvé. Les 2 extrémités du bateau sont cassées, ils ne sont pas conservés. Alors il arrive aussi qu'on trouve des cargaisons qui étaient transportées sur la Loire, mais sans épave. C'est le cas à Héry, contre la rive gauche, où vous avez une berge qui est en cours d'érosion par la Loire. Au pied de cette berge, vous voyez un amoncellement de pierres blanches calcaires. Alors elles sont pas naturelles, hein, elles ont été apportées par l'homme. Ce sont les restes d'une digue qui est du XVIIe ou XVIIIe siècle, très probablement, comme on peut voir, sur la carte, du secteur faite par Mathieu au XVIIIe siècle, hein. Tout ce qui est pointé avec les flèches jaunes, ces espèces de traits rouges, ce sont des digues, des protections de berges ou des aménagements, des quais. Alors voilà à quoi ressemblaient ces structures, hein, ça évolue peu en fait, c'est toujours du bois et de la pierre et au pied de cette, digue qu'on n'a pas vraiment pu dater précisément, mais qui encore une fois est 17 ou 18e siècle, on a des restes, d'un quai qui est complètement démantelé, hein, il reste plus que quelques éléments, qui est en bois donc et dont les bois ont été, abattus à la fin du 5e siècle de notre ère. Donc vous avez un décalage quand même entre les 2 structures qui sont l'une au-dessus de l'autre directement de presque 12 siècles. Donc ça, c'est la difficulté des vestiges de la Loire et c'est assez spectaculaire de trouver des choses comme ça, aussi anciennes, conservées comme ça. Et au pied de ce quai, à proximité immédiate, il y a des objets lourds, pondéreux, hein. Il y a 6 meules, enfin 7 maintenant, un sarcophage et un couvercle de sarcophage. Donc c'est des choses qui sortaient de carrières, qui étaient façonnées, qui étaient destinées à être vendues et transportées sur la Loire, qui ne sont jamais parties, qui se sont retrouvées visiblement basculées dans le chenal et qui n'ont pas pu être récupérés. Les objets lourds, quand ça tombe dans le sable, ça s'enfonce tranquillement mais sûrement. Et là, ils sont restés là jusqu'à ce que la Loire, qui est en train d'éroder complètement cette berge depuis quelques années, dégage petit à petit ces vestiges. Donc elle fait notre travail en fait. Bon, elle fait 3 mètres de haut, donc on ne peut pas aller fouiller dessous. Et chaque année, on repasse. Et là, cette année, on a sorti ces vestiges et on a retrouvé encore une meule supplémentaire. Donc, la berge recule d'année en année et dégage les vestiges. Il y a 15 kilomètres de là, sur la commune de Banay, on a trouvé également une cargaison de 17 meules, dont certaines qui ne sont pas percées, donc c'est vraiment des objets qui sortent de carrière, qui sont destinés à être vendus et qui étaient destinés à des moulins ailleurs, hein. Et certains meuniers voulaient finissaient le travail, perçaient l'œil sur leur moulin directement.
Et ces meules, elles sont, de la même époque que celles d'Éric, je vous ai montré avant, et peu à proximité, il y a une structure qui est très démantelée, hein, très ruinée. Vous voyez, ça ressemble à rien, hein, c'est un îlot comme ça, mais quand il y a un îlot de pierre et de bois au milieu de la Loire, c'est pas naturel, c'est anthropique, ça a une origine, c'est l'homme qui a construit ça, c'est des vestiges archéologiques donc. Et là, on a sorti un pieu et il y a une date qui est sortie, avec la dendrochronologue Catherine Navier, le dernier CERN, la date de coupe de l'arbre est de 572 de notre ère, donc c'est la fin du VIe siècle, donc c'est presque contemporain des vestiges précédents. Et on sait qu'à cette époque-là, quand même, il y a des grandes crues. Dans Champion, le registre des crues qu'il a pu noter, il y en a quand même un certain nombre que vous voyez ici qui ont été ciblés à la fin du VIe siècle. Donc, visiblement, c'est une période un peu agitée climatiquement parlant. Et on pense que ces cargaisons, elles ont été précipitées dans le chenal et abandonnées suite à un événement climatique quand même assez violent. Alors je passe à l'autre mode d'exploitation, ouais, la ressource halieutique. Je vous ai dit que c'était très important, notamment au Moyen Âge. Ici, vous avez une gravure du traité de Duhamel de Monceau, ouais, du XVIIIe siècle, où on montre différentes façons de construire des pêcheries, des gores, des pièges à poissons fixes sur les rivières. On en a retrouvé, vous en voyez une qu'on a trouvée très récemment ici, entre Sully et Saint-Père-sur-Loire. Elle est immense, vous avez l'échelle, c'est pris par drone, hein, vous nous voyez dans l'eau et vous voyez les lignes, les rangées de pieux qui sont plantés. Ça dessine des V, des entonnoirs qui étaient destinés à piéger les poissons. Ici, vous en voyez une partie un peu mieux parce que la prolifération d'algues fait qu'elles se bloquent dans les pieux et dessinent en fait très nettement le plan de la pêcherie. Et puis voilà le plan qu'on a relevé, nous, avec un GPS et un Takeo sur la berge. Et c'est plusieurs milliers de pieux en chaîne qui ont été plantés là, sans doute sur plusieurs décennies, hein. C'est une structure qui a dû fonctionner très longtemps et qui s'étale sur presque 400 mètres de long dans la Loire. Une autre pêcherie beaucoup plus petite qu'on a retrouvée dans la Loire aussi, à Saint-Brisson-sur-Loire, qui date du XIIIe siècle, et j'ai oublié de vous dire que la précédente est aussi médiévale. Voilà une image faite par un collègue là, d'une autre pêcherie qui se trouve beaucoup plus en aval sur la Loire, à Saint-Florent-le-Viel. Et là, vous comprenez qu'aux extrémités de ces entonnoirs, on pouvait mettre des nasses ou des filets, et qu'en fait, ça fonctionnait dans les deux sens. Soit ça piégeait des poissons à la descente, soit ça les piégeait à la remonte, notamment pour certaines espèces migratrices. Alors l'autre mode d'exploitation, hein, évidemment, c'est la force motrice de l'eau, avec les moulins. Ici, vous avez différents types de catégories de moulins, hein. On connaît beaucoup les moulins fixes qui étaient au bord des petits cours d'eau, puisqu'il en subsiste beaucoup dans le paysage, avec souvent une dérivation pour les alimenter. Ce qu'on connaît moins, c'est les moulins qui se trouvaient sur les grands cours d'eau, parce qu'ils n'existent plus depuis longtemps, souvent depuis la fin du Moyen Âge. Vous en aviez qui étaient attachés, liés au pont, comme vous voyez en haut sur une ancienne gravure. Vous en aviez qui étaient sur des piles en pierre, comme vous voyez au milieu, ce sont des piles de moulins qui sont dans la Saône, à Chalon-sur-Saône. Et puis vous aviez des moulins sur bateau, vous voyez en bas à gauche, et des moulins sur pilotis en bois. Alors ces moulins sur pilotis en bois, vous en avez un en haut à droite qui subsistait dans le Cher à Châtres, avant la Seconde Guerre mondiale. Donc vous voyez, vous avez un peu une idée de à quoi ça pouvait ressembler, parce que ce qu'on retrouve, c'est seulement la base à gauche, c'est des moulins sur pilotis qu'on a retrouvés dans la Loire, à la Charité-sur-Loire, avec un amoncellement de pierres qui protégeaient les pieux et des pieux en chêne qu'on a pu extraire et qu'on a pu dater donc par dendrochronologie du XIIIe siècle également. Donc on a beaucoup de vestiges du XIIIe siècle sur la Loire. Le XIIIe siècle, c'est ce qu'on appelle le petit optimum climatique. C'est sans doute une période très favorable pour construire dans l'eau. Et c'est une des raisons sans doute pour laquelle on retrouve beaucoup de vestiges de cette période, en tout cas sur la Loire moyenne. Alors je vous ai parlé, vous avez vu sur l'image qu'il y avait des moulins sur bateau. Là, donc là, on part sur la rivière du Doubs, hein, dans l'Est, le principal affluent de la Saône. Alors le Doubs, c'est une rivière qui change de régime très rapidement, qui peut monter de 2 mètres en moins de 48 heures, et donc c'est impossible d'installer un moulin fixe sur les berges d'une rivière comme ça. Donc on avait inventé ces moulins sur bateau, qui permettaient, en jouant avec les amarres, simplement de suivre le niveau et la variation de niveau de l'eau assez rapidement.
Donc il y en avait beaucoup dans toute l'Europe, sur tous les grands cours d'eau, ou les cours d'eau un peu plus petits comme le Doubs. Et ils ont totalement disparu du paysage pour les derniers à la fin 19e chez nous. Celui que vous voyez, alors celui de Pontoux que vous voyez sur l'image, c'est le dernier qui a fonctionné en France. Il est arrêté en 1923, mais c'est déjà une exception. Et puis en Europe, il y en avait un qui fonctionnait en Serbie jusque dans les années 70, je crois. Donc voilà, c'était en tout cas ceux du Doubs étaient à deux coques de bateau qui étaient attachées entre elles et entre lesquelles on mettait la roue du moulin qui pouvait tourner comme ça pratiquement toute l'année, sauf pendant les périodes de glace en hiver ou les périodes de vraiment trop basse eau quand il y avait plus assez d'eau pour l'alimenter en été. Alors on les trace dans les archives, ces moulins, on a beaucoup de textes dessus, des photos pour les plus récents, et puis on en a découvert un au fond de l'eau en faisant des prospections sur la commune de Sermès, en Saône-et-Loire. Il a coulé exactement là où il fonctionnait. Vous voyez que devant les deux bateaux, on a des pieux, ces deux lignes de pieux en entonnoir, hein, qui sont une digue qui servait à canaliser l'eau justement quand le niveau était assez bas. Et les deux bateaux sont en chêne, ils sont assez bien conservés. Voilà les plans qu'on a fait, ils sont à peu près 10, un peu plus de 10 mètres de long. Donc le grand bateau qui s'appelait la Corte, et à l'intérieur, beaucoup d'objets autour des coques et à l'intérieur des coques de bateaux qui montrent que le naufrage a quand même dû être assez brutal et que les occupants n'ont pas eu le temps de sauver une bonne partie des choses qui se trouvaient à bord. Et ça nous donne un instant sur la façon dont vivait un meunier au XVIIe siècle sur un bateau. On se rend compte qu'il passait une partie de sa vie à bord, parce qu'il y a tout le vaisselier, il y a de quoi cuisiner, manger, etc. Il y a beaucoup d'outils aussi pour réparer. Voilà un peu quelques objets, c'est pas tout sur l'image, hein, évidemment. On se doute qu'il avait quand même une maison ailleurs, hein. Souvent ces meuniers, ils occupaient un double emploi en quelque sorte, ils étaient aussi cultivateurs ou marchands, mais on n'a pas de détails sur leur vie quotidienne dans les archives. Les archives sont des tractations, des devis, des contrats, des baux de location, et cetera, mais jamais on a la description de comment on vivait. C'est pour ça que c'est très important, de trouver ces vestiges, archéologiques. Et sous un pichet à vin, il y a de la vaisselle en étain quand même, hein, il y a un pichet et plusieurs, écuelles. Il y a un nom qui était gravé à la pointe qu'on a surligné un peu en blanc et qui est Genon, qui est un patronyme très répandu dans ce secteur et qui c'est sans doute le nom du meunier qui est alors on ne sait pas s'il s'est noyé dans le naufrage, hein, parce que ça on n'a pas retrouvé dans les archives, mais c'est très rare qu'on puisse en archéologie rattacher des vestiges à un nom de personne et là c'est le cas. Voilà, on a également trouvé des couteaux pliants, hein, c'est un peu l'ancêtre de l'Opinel, et en les passant au laboratoire à la radio, on s'est rendu compte que sous la corrosion, il y avait des noms des couteliers qui avaient forgé ces lames, et en fait, on les a retrouvés sur des plaques qui sont conservées au musée des Arts et Techniques de Saint-Étienne. Donc c'était des couteliers et des couteaux qui venaient surtout de cette région-là, qui était une grosse production de couteaux au XVIIe siècle, qui étaient vendus assez loin. Bon, je vous ai mis ce tableau qui date du XVIIe siècle, hein, où on voit une famille paysanne assez aisée quand même, avec sur la table une écuelle en étain. Et dans le moulin à bateau, on a trouvé exactement les mêmes types d'écuelles d'œufs. Donc plus le pichet à vin, plus encore une autre grande assiette en étain qui nous fait dire que ce meunier, il avait quand même un niveau de vie, bon, on dirait que c'est une classe moyenne supérieure aujourd'hui. Voilà comment on peut avoir des informations sur la façon dont vivaient ces personnes hein, à cette époque-là. Et voilà une restitution qu'un artiste a faite pour essayer un peu de rendre plus vivants ces vestiges et de vous laisser imaginer à quoi pouvait ressembler ce moulin sur bateau en fonctionnement, avec la berge du Doubs, surtout au XVIIe siècle, qui était à peu près 3 mètres plus bas que la berge actuelle. Si vous allez maintenant à Sermès, vous avez une levée de 3 mètres, qui est liée aux accumulations sédimentaires qui se sont produites suite aux constructions de digues à partir du XVIIe, XVIIIe et XIXe siècle. Et le Doubs déposant ses sédiments directement sur les bords plutôt que de s'étaler dans la plaine. Je vais vous parler maintenant de la Loire, enfin là c'est sur la Loire, mais de la rivière vue comme un danger potentiel, donc avec des constructions d'ouvrages de contrainte et de protection. Ces ouvrages, on sait
Dans les archives, alors là, vous avez eu des images qui datent d'un traité pour rendre des rivières navigables, donc un traité d'aménagement des rivières du XVIIe siècle. On voit comment on construisait, hein, ces digues en pierre avec des pieux, des fascines, des fagots. Bon, et souvent, nous, on trouve aussi des pierres à la base. On sait que ces structures, elles existent au Moyen Âge déjà, peut-être à l'époque romaine, pour le moment, nous, on n'en a pas trouvé, mais ça existe aussi, il y a des aménagements dès l'époque romaine, hein. Mais en tout cas, là, sur la Loire, on a des digues, déjà au XIIIe siècle. Alors celle-ci, malheureusement, on n'a pas eu le temps de finir de l'étudier. On a pu la dater, mais on ne connaît pas sa fonction, elle est très longue et elle a été recouverte par des alluvions, suite à une grande crue, pendant un hiver et depuis, elle n'est plus accessible. Et là, je vais vous parler d'une digue où là, on a pu, connaître sa datation et sa fonction précise, et ça, c'est l'intérêt. Ça se trouve dans la Loire aussi, à Sully-sur-Loire. Vous voyez ces grandes lignes de pieux qui sont encore, qui dessinent des grandes lignes droites là, dans le chenal, qui traversent tout le cours actuel de la Loire. Voilà ce que ça donne. Ça se prolonge sous les plages, donc en été, on a pu faire des sondages et voir à quoi ça ressemblait. C'était mieux conservé sous le sable. Ce sont des 4 rangées de pieux parallèles, on les suit sur 500 et 400 mètres de long, les 2 structures. Entre les pieux, il y avait des planches, dressées sur champ, ce qui faisait que ça constituait de véritables murs de bois. Ce sont des structures énormes, vraiment, impressionnantes. On a prélevé quelques pieux avec une pelle mécanique, pour avoir des tranches de bois bien conservées, pas trop érodées. Et Catherine Lavier, la dendrochronologue, a trouvé, les dernières cernes de croissance de certains arbres conservés, et on voit que c'est des arbres qui ont été abattus en 1608-1609. Alors partant de cette date, la collègue, qui est historienne, Marion Fouché, est allée dans les archives, parce que bon, on peut pas partir dans les archives sans avoir un peu une date un peu précise, parce que ça fait trop de travail, c'est des milliers et des milliers de documents à consulter. Donc, elle a cherché dans différents documents, dans les états des ponts et chaussées, dans le registre. Bon, elle n'a pas trouvé, de chantier qui correspondait à ça, et par contre, elle les a trouvés, dans des archives d'un notaire, l'étude Pellegrin de Sully-sur-Loire, où là, on a la localisation du chantier, le nom du maître d'œuvre et du chantier, et aussi l'origine de ces digues. En fait, c'est Maximilien de Béthune, duc de Sully, depuis peu, qui, à l'acquisition du domaine de Sully, réaménage le château, le parc, et se rend compte que la Loire, à cette époque-là, on est au XVIIe siècle, donc en plein petit âge glaciaire, vient taper contre son parc et menace quand même de destruction ce qu'il a refait. Donc il fait construire ces deux grandes digues qui sont appelées dans les archives de l'époque des bâtis et qui sont toujours conservées aujourd'hui. Alors sous Louis XIII, parce qu'il y avait un conflit évidemment avec la navigation, puisque vous voyez que ça barre complètement le chenal, donc il y a un ordre de destruction est donné. Bon, elles n'ont pas été totalement détruites, hein, puisqu'on les a retrouvées. Par contre, on voit bien qu'elles sont interrompues et donc il y a des passes marinières qui ont été ménagées pour que les bateaux puissent passer. Alors je vous ai parlé des rivières comme des obstacles, hein, si on veut circuler sur un territoire. À un moment donné, on va forcément buter sur une rivière, il va falloir construire un pont, des ponts. Alors j'ai pas le temps de vous parler des massages à gué, qui était une autre façon de traverser les cours d'eau quand on n'avait pas de pont, mais qui était quand même pas pérenne, puisqu'on ne pouvait pas l'utiliser quand il y avait des crues. Le pont, c'est le seul moyen de traverser une rivière de façon pérenne. Et dès l'époque romaine, on a des ponts construits sur les cours d'eau. On a peu fouillé, mais on en a trouvé quand même, donc je vais vous en montrer quelques exemples. Ici, on est sur la Loire, à Saint-Satur, donc on est au pied de Sancerre, qui était sans doute une ville gauloise, et après la conquête romaine, la ville s'installe plus sous bord de la Loire, et il y a 2 ponts qui sont construits. Un premier pont en bois et un second en pierre. Si vous allez aujourd'hui à Saint-Satur, quand l'eau est basse, vous pouvez voir encore ces vestiges. Donc on a travaillé dessus, on a fait des relevés, on a prélevé des bois pour les dater précisément. Donc on a utilisé une pelle mécanique pour sortir quelques pieux de fondation, pour avoir des parties non érodées des bois. Donc c'est des pieux qui font 4 à 5 mètres de long, qui sont enfoncés de 4 à 5 mètres de long encore dans le sous-sol, dans le substrat de la Loire. Donc chaque pieu est un chêne, est un tronc d'arbre, hein. Ils sont pas, là vous avez les pointes qui sont équarries, mais sinon au-dessus, c'est ce qu'on appelle du débitage sur brin, c'est-à-dire que l'arbre est complet.
Et voilà l'état du bois. Vous voyez que les bois sont très, très bien conservés dans les parties qui étaient enfouies dans les sédiments. Et la dendrochronologue a pu mesurer les cernes et elle a pu voir que certains chênes avaient 300 ans lorsqu'ils ont été coupés. Donc ça veut dire que là, les Romains, ils ont utilisé des forêts primaires qui n'avaient sans doute jamais été exploitées jusque-là. Alors voilà les pieux sur deux piles, on a pris 8 bois sur une pile de chaque pont, le pont en bois et le pont en pierre, pour avoir les datations. Et d'abord, le pont en bois est construit au début du IIe siècle, hein, entre 100 et 120 après Jésus-Christ. Et puis, un peu plus de 60 ans plus tard, on construit un pont à pile en pierre, sans doute parce qu'il est plus résistant, que le pont en bois, par rapport au régime de la Loire. Alors c'était un pont de ce type-là. Je vous ai mis cette restitution parce que c'est un pont mixte, qu'on appelle mixte, et il y en a eu un de fouillé sur la Moselle à Trèves, en Allemagne, et c'est exactement le même type de pont qu'il y avait à Saint-Saturne. Alors nous, évidemment, il ne reste que les bois de fondation dessous. Les piles en pierre sont ruinées, il reste des blocs dans le chenal, et on n'a plus du tout d'éléments conservés du tablier, mais on suppose, étant donné la largeur, l'écart entre les piles et les calculs de portée, que c'était un tablier en bois aussi, et pas en pierre. À 15 km de là, il y a un autre pont antique romain qui existait, à Cône-sur-Loire. Je vous le montre rapidement. Simplement pour attirer l'attention sur la fragilité de ces vestiges, hein. Parce que et aussi pour vous dire que ces ponts, ils étaient pas si rares que ça, parce que vous voyez sur 15 kilomètres de Loire, déjà on a 3 ponts romains. Donc les Romains savaient très bien maîtrisaient très bien ce type de construction. Voilà ces vestiges, ils étaient très bien conservés pour nous, hein, parce qu'il y avait beaucoup de bois, donc il y avait un potentiel énorme de datation et d'étude des bois. Parce que l'étude des bois, ça donne pas que des dates, ça donne aussi des informations sur comment on exploitait la forêt, aux époques anciennes. Là, c'est 2000 ans avant, donc c'est quand même important. Et donc ça, c'est au début des années 1990 et malheureusement en 97, ben, il y a eu des travaux non déclarés nettoyage du lit du fleuve un peu violent. Les archéologues n'ont pas été prévenus, donc là on a perdu énormément de données puisque aucun bois n'a été conservé ni daté, ça a été jeté en décharge immédiatement. Donc nous on est venu faire une expertise beaucoup plus tard, hein, en début des années 2000. Tout ce qui est en rouge, c'est totalement détruit, c'est inexploitable. Vous voyez les bois au fond sont complètement hachés, donc on peut plus les mesurer, on peut plus rien faire avec. Et par contre, on a fait des sondages sous la plage pour voir s'il y avait l'extension du pont. On a trouvé quelques vestiges quand même conservés qui n'ont pas été touchés par les travaux. On a sorti quelques bois, donc vous voyez là aussi, hein, des pieux de fondation qui font 4 à 5 mètres de long avec des traces d'outils, des tranches de bois avec les cernes très bien lisibles, et puis du coup, on a plusieurs phases de construction. On a du mal à replacer ça sur des plans puisque le reste est détruit dans le chenal. Mais voilà, l'époque romaine, ça dure 400 ans. Et vous voyez que ce pont, il a perduré quand même. Il a été construit au tout début, au 1er siècle. Et puis il a perduré jusqu'au milieu du 2e siècle, au moins, après, pendant au moins 200 ans. C'est-à-dire qu'il a été reconstruit, réparé et entretenu pendant 2 siècles. Voilà la vue aérienne de Cône avec les vestiges qu'on a pu retrouver et les différentes phases de datation. Alors je vous montre ça parce que souvent il y a une question qui revient toujours, c'est mais comment ils faisaient pour planter des pieux aussi, parce qu'un pieu pèse plusieurs centaines de kilos. Eh bien les Romains connaissaient la sonnette, c'est même sans doute eux qui l'ont inventée. Alors voilà, donc je pense qu'il y a plusieurs personnes parmi vous qui connaissent cet outil. Mais c'était une sonnette à tiraude au début avec un mouton, donc le mouton c'est le poids qui pouvait être en pierre ou en métal. Donc au bout de chaque corde, il y a un humain qui tire et tout le monde lâche en même temps et on enfonce autant de fois qu'il faut le pieu jusqu'à ce qu'il y ait un refus de sol et qu'il soit bien planté. Donc c'est une technique qui a perduré pendant tout le Moyen Âge jusqu'à une époque encore récente, avec l'invention de la sonnette à déclic au XVIIIe siècle qui démultiplie un peu plus, qui donne un peu plus de force. Puis l'utilisation aussi de la force animale, puis mécanique. Et je vous montre cette image, c'est une carte avec les ponts romains qu'on a trouvés et qu'on connaît sur toute la France, toute la Gaule. Finalement, il y en a assez peu, les ponts en bois, hein, je précise avec du bois. C'est pas les ponts en pierre. Dans le sud de la Gaule, on a beaucoup de ponts en pierre conservés, mais là, c'est du bois. Il y en a eu d'autres de trouvés, mais ils ont soit été détruits dans les dragages, soit on n'est pas allé les chercher parce que ce sont des vestiges qui sont quand même souvent assez difficiles d'accès. Il y en a notamment à Vienne dans le Rhône.
Et tout ça pour dire que ces vestiges-là, par exemple sur la Loire, à Saint-Satur, ils sont en train aussi de disparaître, de sécher et de s'abîmer, bon ça peut paraître lent, mais c'est quand même assez rapide comme dégradation. Nous on le voit d'année en année, ça fait 20 ans depuis la canicule de 2003 qu'on observe cette évolution et là vous voyez ces énormes bois quand ils sont exposés à la sécheresse pendant 2 mois, 3 mois d'été ou plus, maintenant, ben, ils se détruisent, extrêmement rapidement. Donc là on perd des données, sur des techniques de construction d'il y a 2000 ans et l'évolution de ces techniques. Je vous montre un dernier pont romain, c'est dans une autre rivière, c'est dans le Doubs. Là, ce sont des vestiges qui sont sous plusieurs mètres d'eau, dans une zone qui a été en partie détruite par des dragages. Vous avez la bathymétrie là, qui donne un modelé du fond de la rivière. Ce qui est bleu foncé, c'est le trou de drague, donc c'est là où c'est le plus profond, il y a 9 mètres de fond. Et puis vous avez deux massifs de piles en rouge qui se voient très bien, qui sont des massifs de piles d'époque romaine et qui sont effectivement menacés aussi. La pile 3 est en équilibre au bord du trou de drague et risque de disparaître. Alors, ce sont des vestiges vraiment importants parce que c'est une technique de construction à caisson qui est très peu connue dans le monde romain, en tout cas pour les ponts. Il n'y a que 3 autres exemplaires connus dans tout le monde romain. Voilà le plan des piles qu'on a pu faire après plusieurs campagnes de plongée dessus. Les éléments en chaîne sont très bien conservés. Il y a sans doute un cadre de poutre en sous-œuvre qui est conservé parce que là, les dragages ont détruit jusqu'à la base des fondations. Donc, alors c'est dommage, mais d'un autre côté, on a accès à des choses auxquelles on accède très très rarement et pour lesquelles on n'a aucune donnée dans les traités de construction ou d'architecture romaine qui sont très très rares. Et voilà à quoi ça pouvait ressembler. Et vous avez un magnifique avant-bec en chêne à conserver sur plusieurs niveaux. Ce sont des poutres énormes et le module de pile qu'on a pu restituer à partir de ce qui subsiste au fond. Ce sont des caissons de bois assemblés par cadre de poutres et avec des pieux plantés verticalement pour stabiliser l'ensemble et un comblement à l'intérieur des caissons de bois par des pierres non taillées, du remblai, de la tuile, etc. Alors, je vois que l'heure passe, je me dépêche. Les 45 minutes sont presque passées. Et je vous parle juste d'un exemple de pont médiéval, hein. C'est Marion Fouché qui est en train, c'est une étude qui est en cours. La dernière campagne de fouilles et de relevés se fera en août 2025. Vous voyez les vestiges de piles qui sortent de l'eau en partie quand l'eau est basse en août. C'est très près d'un pont routier actuel. C'est le pont de Jargeau, dans le Loiret avec beaucoup de piles, de massifs de piles. C'est de multiples constructions. En fait, c'est un pont qui existe depuis le Moyen Âge et qui a été entretenu, réparé, qui s'est effondré, qui a eu des avaries multiples sur lesquelles je ne peux pas donner de détails maintenant. Vous voyez ici les relevés qui sont faits depuis 2 ans par Marion Fouché avec des éléments effondrés sous l'eau, des éléments de fondation en bois. Et il s'est définitivement effondré en 1789. Et l'intérêt aussi, c'est qu'on dispose de plans d'archives, donc on peut aussi comparer les plans avec ce qu'on voit, ce qui existe réellement sur les fragilités que cette construction a pu connaître et rencontrer. Voilà, moi je vais terminer sur cet aspect que ce patrimoine, je vous ai montré, il est riche, il est varié, il nous donne des informations sur l'évolution des sociétés du passé et la relation qu'elles ont entretenue avec ces espaces naturels qui sont extrêmement importants, hein. L'eau, c'est la vie, et l'eau douce, c'est une de nos préoccupations actuelles. Ça l'a été aussi pour les gens qui nous ont précédés de tout temps. Et ces vestiges archéologiques, ils sont protégés au titre, bon, je vous ai mis le code du patrimoine, hein, le livre 5, et leur définition surtout. Et vous voyez qu'ils sont intrinsèquement liés avec l'environnement naturel. D'ailleurs, je vous l'ai dit, il y a plusieurs vestiges qui sont dans des réserves naturelles, donc ça serait vraiment bien qu'on développe à l'avenir des gestions conjointes de ces patrimoines naturels et culturels, parce qu'ils sont indissociables. Vous voyez bien que ces paysages de rivières actuels, ils sont pas totalement sauvages, hein. Même la Loire qu'on dit sauvage, eh ben, il y a des nombreux aménagements, les hommes y ont vécu, ils l'ont transformé, modifié. Vous avez la digue de Pouilly que je vous ai déjà montré. Ici, vous avez une libellule posée sur un pieu de pont romain à Chassenard, dans l'Allier, enfin le département de l'Allier, mais sur la Loire. Et il y a des démarches intelligentes qui se mettent en place. Je voudrais citer celle du Conservatoire des espaces naturels dans la réserve de Bec d'Allier.
où il y a peut-être des travaux qui sont projetés pour enlever des ouvrages, qui peuvent gêner les écoulements. Mais avant, il y a une démarche qui est faite en amont de tout travaux, d'essayer de voir si des vestiges archéologiques existaient. Donc on va aller, prospecter au mois d'août, dans ce secteur avec un financement, qui n'est pas de l'archéologie préventive puisqu'il n'y a pas encore de travaux, mais qui, permettra, d'avoir un état des lieux, au même titre qu'on va le faire qu'on le fait pour, la faune, la flore et puis d'autres, préoccupations, actuelles. Je termine aussi pour dire que le département des recherches archéologiques subaquatiques et sous-marines auquel je suis rattaché, qui est un centre à compétence nationale, du ministère de la Culture, n'instruit pas les dossiers de travaux d'archéologie préventive, parce que les vestiges qui sont dans les cours d'eau et les lacs, les eaux douces donc, sont gérés au même titre que les vestiges archéologiques terrestres dans les directions régionales des affaires culturelles et au sein de ces DRAC par les services régionaux de l'archéologie. Donc nous, moi, pour les eaux douces, on vient en appui, à titre d'expert, pour, des soutiens aussi d'expertise, des conseils techniques et scientifiques, pour, comprendre ces vestiges. Voilà. Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame Dumont, pour ces magnifiques images, cette balade dans sous nos rivières. C'était vraiment passionnant. Je n'ai pas vu le temps passer du tout. Donc, on va passer maintenant aux questions. Enfin, moi, pour dire, j'étais vraiment content de la fin de la discussion. Et je voudrais savoir si on pouvait en dire un peu plus sur, je pense que ça intéresse beaucoup de gens ici, sur on en a déjà parlé, ces interactions entre maintien du bon état écologique ou retour au bon état écologique, si tant est que ça veut dire quelque chose, mais par rapport à la protection des vestiges, est-ce que votre expérience, c'est plutôt que c'est une collaboration effective ou c'est une compétition? Qu'est-ce que vous en pensez? Bah, c'est compliqué parce que, selon où on se place sur le territoire, selon les intervenants, parfois les travaux sont déclarés et puis ça se passe en bonne intelligence. Il y a des saisines anticipées ou des discussions avant, comme par exemple, c'est l'exemple que j'ai cité, hein. Donc, il y a aussi sur la Basse-Loire, Voies navigables de France avait prévu d'effacer des épis et là, il y a eu, tout de suite une collaboration avec le service régional d'archéologie et le DRASM, pour, l'instruction des dossiers, pour faire une étude documentaire, pour définir les zones, de diagnostic, et cetera. Et puis parfois, malheureusement, ben, les vestiges sont détruits, sans que même on soit averti. Donc, bon, c'est sûr que ça reste un petit problème. Après, c'est compliqué. Nous, de toute façon, on ne s'oppose pas évidemment aux travaux, hein. On veut juste au moins collecter les données essentielles pour comprendre, dater ces vestiges. Et après, s'ils sont détruits, bon, c'est au moins faire ce qu'on appelle de la conservation par l'étude, c'est-à-dire au Mmh. moins documenter ces vestiges que de toute façon on ne peut pas tous conserver, c'est certain. Euh, voilà, donc Merci. Donc la 1re question de Pierre, c'était de savoir, si vous êtes plutôt dans des grands fleuves et dans des petites rivières. Alors vous avez pas mal répondu, je pense, pendant la présentation, que les grands fleuves sont très difficiles d'accès, mm, ne serait-ce que par la navigation. Enfin, j'imagine pas ah, ouais. des plongées dans Lyon, sous tous les bateaux. Je sais pas trop si ce serait possible. Bah, il faut, de toute façon, on demande des autorisations, hein, d'occupation du domaine public fluvial, hein, quand on va, mais effectivement, quand il y a de la navigation comme ça, c'est très compliqué. Mais ce que je veux dire, c'est que les vestiges, ils existent dans tous les cours d'eau, et notamment par rapport à ce que vous avez parlé de la restauration écologique des cours d'eau. Le problème est que ça touche beaucoup de petits cours d'eau qui jusque-là n'avaient pas été dragués, n'avaient pas été aménagés, notamment pour la navigation, etc. Donc, dans lesquels il y avait plein de vestiges qui étaient encore intacts ou, disons, ruinés, mais pas encore trop détruits, abîmés. Et là, on a perdu beaucoup, beaucoup d'informations. Il en reste, mais c'est allé un peu trop vite. Et puis, ce que j'ai oublié de dire, c'est qu'il y a quand même des personnes qui se sont posées très tôt la question, comme Jean-Paul Bravard, hein, qui est géomorphologue, qui a travaillé beaucoup en lien avec les archéologues, sur la confluence notamment du Rhône et de la Saône, et qui s'est demandé à un moment, mais à quel état on veut revenir? Mmh.
Là, vous voyez bien que vous avez des vestiges. Est-ce qu'on veut revenir à l'état, au Moyen Âge, pré-industriel, romain, néolithique? Enfin, voilà, ça, c'est aussi une question, qu'est-ce qu'on veut, à quoi on veut revenir? Parce que l'état zéro, c'est pas possible. On voit bien qu'il y a des aménagements, et l'action humaine, elle est constante depuis des milliers d'années, quoi. Merci beaucoup. Il y avait aussi une question concernant, le passage de l'eau à travers la traversée de l'eau potable, Mmh. au niveau des je pense des grands cours d'eau ou des est-ce que vous avez trouvé des siphons, au fond et quels autres, systèmes de transport d'eau, potable, je pense qu'on passait par-dessus systématiquement ou pas? Il y a des aqueducs, qui ont été trouvés. Alors moi, j'ai pas travaillé là-dessus, mais s'il y a une personne qui est intéressée en particulier, je pourrais essayer de lui donner de la documentation bibliographique, mais ça arrive, oui, qu'il y ait des aqueducs qui soient passés au-dessus, sur des ponts ou même, en dessous. Je crois qu'il y a des canalisations qui ont été trouvées au fond du Rhône, pour l'époque romaine. Alors je ne sais pas si elles étaient vraiment, connectées à un réseau d'eau «potable» entre guillemets, mais ouais, ouais, il y a quand même des choses, qui existent, quoi, déjà. On sait que les Romains et puis après au Moyen Âge aussi l'hydraulique, c'est très important et l'eau potable ça a été c'est une préoccupation, depuis longtemps, hein. Merci. Il y a aussi une question sur la densité des vestiges. Mmh. Globalement, où est-ce qu'on trouve beaucoup ou peu de vestiges? Est-ce que c'est proche des villes connues anciennes qu'on va trouver beaucoup de vestiges? Ce que j'imaginerais? Oui, mais pas que, pas nécessairement parce que il y a des villes anciennes qui ont perduré, puis il y a certaines villes, vous voyez le pont romain que je vous ai montré à Pontoux, c'est un itinéraire qui visiblement après l'époque romaine est tombé totalement dans l'abandon. On n'a plus utilisé ce pont, il n'y a plus jamais eu de pont ou de reconstruit après. Alors parfois, où il y a des ponts qui perdurent, et des villes qui se développent, justement à ces endroits-là. Puis parfois, il y a des itinéraires qui sont abandonnés. Donc ce pont, il est en pleine campagne. Le village actuel de Pontoux, il y a très peu d'habitants, c'est pas une ville. Ouais, Donc non, non, c'est très variable. Et sinon, la concentration des vestiges, souvent, on les trouve sur les hauts fonds, les points durs, des cours d'eau. C'est là qu'étaient installés, beaucoup d'aménagements, ils étaient utilisés aussi pour traverser à gué. Et ça, d'accord. c'est des hauts fonds naturels qui se forment au point d'inflexion, hein, des méandres et qui ont été utilisés par l'homme, très tôt, quoi, pour diverses, activités. Donc c'est eux qui concentrent ces seuils, ils concentrent les activités humaines et les vestiges et malheureusement, c'est eux qu'on arrase, souvent pour des questions de on les a rasés pour gagner, de l'enfoncement pour les bateaux, pour la navigation au 19e siècle et maintenant on continue pour d'autres questions. Il y a une autre question, c'est, si je la comprends bien, c'est est-ce qu'une absence de vestiges dans un endroit où on en attendrait peut être un proxy ou un indice de forte incision du lit? Et qui aurait donc une incision du lit qui aurait donc déplacé, emporté les vestiges? Est-ce qu'on peut aller jusque-là? Oui, mais alors là, du coup, j'ai pas eu le temps de montrer cet aspect-là du tout, mais on travaille avec des géomorphologues qui, en fait, prennent la vallée, complète, hein, c'est-à-dire Lit majeur et Lit mineur et ils font des transects avec des carottages en terrestre pour un peu, justement comprendre, les évolutions des cours d'eau et notamment latérales, les variations latérales, notamment sur la Loire où c'est très, très important, quoi. Donc effectivement, il y a des endroits où on a travaillé à la Charité-sur-Loire, sur les vestiges de ponts, médiéval, hein. Il y a un pont, du XIIIe siècle qui est conservé dans le chenal. Il y a eu des carottages de faits qui montrent qu'en fait, si on cherchait des vestiges de ponts romains, c'est pas dans le chenal actuel qu'il faudrait les chercher, puisque la Loire a bougé, beaucoup et ce serait plutôt, dans la plaine, peut-être même, peut-être à plusieurs centaines de mètres du lit actuel, quoi. Et après Merci. l'incision, oui, ça peut aussi avoir fait disparaître des vestiges, ouais, c'est possible. Vous avez montré une bathymétrie très fine, du Mmh. Doubs, avec une très belle image. Il y avait des questions sur la méthode, d'obtention de cette, Ouais. très belle Ça bâtie. là, j'ai pas eu le temps de citer, mais c'est la société Cadenne qui est venue tester je leur fais de la publicité, mais parce Mmh. qu'ils étaient venus gratuitement, parce qu'en fait, moi, je j'ai pas les moyens de payer en prestation de service malheureusement, parce que c'est un outil génial, c'est un drone bathymétrique avec un sonar multifaisceau, haute résolution et là, ça donne un modelé du fond extrêmement, précis.
Et nous, pour nous, c'est indispensable, hein. C'est un peu comme quand on part sur le terrain en terrestre, avec une carte topographique, quoi, au Mm. 25 millième. Bon, ben là, c'est ça. Donc ça nous donne déjà vous avez vu le trou de drague, hein, on le voit très bien, donc ça évite d'aller perdre du temps à plonger dans les trous de drague où en général, il n'y a plus grand chose de conservé. Et puis ça les deux bases de piles du pont, elles sortent, vraiment, on les voit, très bien, quoi, très nettement. Il y a une question sur les zones turbides. Euh, Est-ce qu'on va dans les zones turbides, donc on n'a pas un accès visuel, une détection visuelle par, j'imagine, un habitant. J'imagine c'est ce qui a un peu lieu lorsqu'on voit à travers la surface, à travers la colonne d'eau. Donc si on n'a aucune vision à travers la colonne d'eau, comment est-ce que se passent les fouilles, la détection, est-ce qu'on a des Heu, intuitions, des cartes, est-ce qu'on cherche? en alors là, c'est un peu trompeur ce que je vous ai montré parce que j'ai sélectionné évidemment les plus belles photos ou les meilleures conditions. Ouais, Nous, on travaille très souvent dans très peu de visibilité. Des fois, dans 20-30 centimètres de visibilité, on arrive quand même à faire quelque chose et c'est compliqué. Il faut implanter des repères au fond, il faut multiplier, les plans, les relevés, topo et du coup, ça prend beaucoup plus de temps et c'est très compliqué, quoi. Mais ça nous arrive de plonger dans des eaux très, 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 très turbides et mais connaître comment la vous source. allez identifier les sites de fouilles si jamais il n'y avait pas une détection visuelle? C'est, Bah, par on la y va au... bathymétrie, par des faisceaux d'indices, par exemple, quand on a, 2 voies romaines qui arrivent de chaque côté d'une Hmm. rivière et qui s'arrêtent sur la rivière, l'une en face de l'autre, on peut se dire qu'entre les 2, il y avait un moyen de traverser, quoi. C'était, ça pouvait être un bac, hein, aussi, mais ça c'est soit un passage à gué, soit un pont. Pour les périodes plus récentes, pour les archives, dans les archives médiévales, on a, des indices de pêcherie, d'activités diverses et variées. Donc on travaille déjà en amont sur toute la documentation qui est disponible, Ouais. ce qui se passe sur les berges aussi, les implantations des sites terrestres et quand on peut avoir des bathymétries, ben, c'est encore mieux et après on plonge rarement au hasard. La Loire, c'est différent parce que le niveau baisse, on prospecte en été Ah ouais. et quand l'eau est basse et il y a des vestiges, vous avez vu, qui sortent, qui dépassent de l'eau ou qui sont dans très peu d'eau. Beaucoup de vestiges sont indiqués par des riverains d'ailleurs, hein. Des personnes qui sont sur les cours d'eau pour la pêche, pour se promener, pour faire du kayak, enfin, multiples activités et qui sont là toute l'année et qui eux voient certaines choses que nous on Hmm. voit pas parce qu'on ne peut pas être tout le temps là. Et on a beaucoup d'indices, beaucoup de découvertes. C'est pas nous qui les avons faites, c'est plutôt des riverains qui nous transmettent l'information. Et après on va vérifier, voir ce que c'est. Merci. Il y a une dernière question sur le pont de Dole, reconstruit dans les années 60, qu'il aurait été sur les bases d'un pont romain en chêne. Alors, je sais pas si c'était une question ou une Oui, information. Je sais pas oui, si... il y a un pont ancien à Dole sans doute, mais alors, ben, j'espère que le pont actuel est pas reconstruit directement dessus, mais c'est possible. Là, je sais pas, j'ai pas travaillé sur cet endroit-là, mais effectivement, il y a sans doute un ancien pont à Dole, ouais, c'est probable. Et, et j'ai une intervention de dernière minute sur de l'archéologie citoyenne. Est-ce qu'il Ouais. y a des sites où on peut indiquer, faire une alerte ou comment est-ce qu'on vous contacte? Comment ça marche? Il faut contacter dans chaque région, c'est les services régionaux de l'archéologie. Donc, quand on voit des vestiges, c'est leur signaler à eux. Et après, si c'est dans l'eau, ben, ils nous répercutent, dessus parce que pour aller vérifier, ce que c'est. Donc chaque région a une direction régionale des affaires D'accord. culturelles. Par exemple, en Auvergne-Rhône-Alpes, puisque là vous êtes à Lyon, c'est basé à Lyon Hmm. et au sein de cette direction régionale des affaires culturelles, il y a un service régional de l'archéologie et là vous les trouvez sur internet et vous les contactez, voilà, pour faire des signalements. Et si je peux me permettre une dernière question pour vous, donc là on est une grande communauté hyper multidisciplinaire. Bon, il reste plus que 25 personnes, mais quelles seraient pour votre recherche personnelle les thématiques sur lesquelles vous êtes le plus en recherche? Après, n'hésitez pas à revenir vers nous ou Claire-Lise qui vous redirigera, mais qu'est-ce qui vous serait utile pour vos recherches? C'est pas comme des nouvelles thématiques, c'est l'occasion. Ouais, là on est nouvelle, oui, bah, on travaille, bah, dans les archives, ma collègue, Marion Fouché, elle a trouvé des textes, il y a plusieurs personnes qui travaillent sur justement les effets des crises climatiques du passé, sur, l'aménagement des rivières. Comment on a maintenu, comment les communautés, elles ont pu faire face et notamment pour le petit âge glaciaire. Alors c'est différent que de ce qu'on traverse aujourd'hui, hein, évidemment, on ne peut pas directement comparer, hein, mais c'est intéressant de savoir comment les sociétés du passé, elles ont fait face à ces crises, au Hmm. niveau des cours d'eau, parce que ça a été impacté, très très fortement, hein.
et des structures, comment ils ont maintenu les structures, ou pourquoi s'ils les ont abandonnées, ils ont fait des ouvrages de contrainte, etc. Il y a plein de documents encore. Il y a beaucoup à faire dans ce domaine-là, quoi. Et après, aller vérifier sur le terrain qu'est-ce qui subsiste de ça. Et puis toutes les études géomorphologiques qui sont sur les berges, avec les carottages sédimentaires, les études d'évolution des systèmes, quoi, des hydrosystèmes. Ça, c'est hyper important en lien avec les vestiges archéologiques, parce que ça permet d'apporter des datations. Eh ben, merci. Est-ce que quelqu'un ou quelqu'une a des choses à ajouter? Je sais pas trop. J'ai l'impression qu'on pourrait y passer plusieurs heures. Bah, j'ai pas laissé mon mail, mais voilà, si jamais il y a des personnes qui veulent le contacter, vous pouvez le mettre sur, je sais pas si vous pouvez le mettre après sur le webinaire ou sur le. Oui, on va le Ouais, mettre le en mettre, effet sur la page de l'EURH2O au Oui, niveau voilà, on ouais, va le comme ça, mettre. si des personnes qui veulent le contacter, signaler des vestiges ou poser une question, bah, j'y répondrai. où monter des projets et vous proposer de participer. Oui, oui, Comme on a avec fait nous, plaisir. on s'est pas gêné. Bah ouais, ouais, non, mais c'est bien, c'est très intéressant. Il y a toujours des nouvelles problématiques. Voilà, très bien. Ben, merci de m'avoir invité, en tout cas. Eh ben, non, merci infiniment. Voilà, peut-être que bah, peut-être garder contact avec notre communauté. Oui, bah oui. Et puis, de toute façon, si vous venez à Lyon pour le doctorat de Tabea, bah, on pourra échanger. Peut-être Claire-Lise faire une petite présentation un peu plus poussée et puis voir, parce que je suis sûr qu'il y a plein de gens qui auront des questions sur l'historique, parce que comment mieux comprendre l'avenir de nos cours d'eau sans que de connaître. Le passé. Passé, enfin, quand vous dites que les pieux s'abîment depuis 2000, alors qu'ils sont là depuis 1000 ans ou plus, ça m'inquiète un peu Ah, quand il y a une érosion qui s'accélère, ouais, dans certains cours d'eau, là, c'est certain. Ouais. c'est pas très rassurant, mais donc Bah, je pense que comme nos collègues constatent aussi des érosions de vestiges sur les côtes par le retrait de côte, quoi. Il y ouais. a des vestiges archéologiques aussi qui sont soumis à une érosion accélérée, c'est les mêmes phénomènes, quoi. Ah Alors oui. j'imagine que c'est complexe parce que c'est à la fois une Oui, opportunité, parce que ça fait apparaître des oui, choses, mais à la fois mais une inquiétude parce que on sait qu'ils dureront pas oui, parce longtemps. que clairement, on n'a pas les moyens de faire face à l'urgence, quoi. Voilà, c'est ça le Ah souci. oui, Ça d'accord. va très vite et qu'on n'a pas les moyens de documenter tout ce qui apparaît et qui disparaît très très rapidement. J'espère qu'il y a des étudiants de master qui étaient présents et qui auront peut-être une vocation, parce que ça me semble être un super métier. Claire-Lise?